Nous sommes le 4 mai 2018. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Naissance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Chaque 3 mai, le monde célèbre la journée dédiée à la liberté de la presse. C'est dans cette optique que les journalistes burundais réfugiés se sont joints aux autres pour célébrer cette journée malgré de multiples difficultés dans l'exercice du métier, dans des conditions de vie aussi particulières. Ces journalistes réunis au sein de leur association qui est l'Association des journalistes burundais en exil, AGBE en sigle, se réjouissent de pouvoir célébrer cette journée qui est aussi la leur. Les détails, c'est avec Rodrigue Ndikungami. L'Association des journalistes burundais en exil, AJBE en sigle, a organisé une journée de réflexion entre les journalistes burundais en exil et les membres de la société civile dans le cadre de voir comment les journalistes burundais en exil peuvent surmonter les obstacles qu'ils rencontrent en exerçant leur métier étant en exil. Cette activité organisée par l'AJBE est une chose importante, voire que chaque le 3 mars, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Jean-Marie Vianney Hichuburundi, le président de l'AJBE, nous parle de l'objectif de cette activité. La journée mondiale de la liberté de la presse, c'est un événement très important pour les journalistes burundais et surtout pour les journalistes burundais qui sont en exil. En nous poussant en exil, en nous contraignant en exil, le gouvernement burundais voulait à ce qu'on abandonne notre métier. Il voulait nous écarter de notre fonction, de notre carrière de journaliste. Aujourd'hui, nous avons organisé pas mal d'activités. Nous avons organisé une journée de réflexion sur des problèmes, sur les conditions socio-professionnelles et économiques des journalistes burundais qui sont en exil pour échanger sur les voies de sortie et les solutions à apporter à ces problèmes. Moi, en grande partie, je suis très satisfait. Presque tous les journalistes burundais qui sont en exil, et particulièrement au Rwanda, ils ont répondu présent dans ces activités. Ça, c'est une fierté et ça montre quand même que les journalistes burundais qui sont en exil sont solidaires. Et en plus de ça, je voulais aussi non seulement féliciter les journalistes burundais qui sont en exil pour leur participation dans ces travaux d'aujourd'hui, je remercie également les responsables des médias burundais qui émettent à partir de l'exil, notamment les responsables de la radio Inzamba, radio RPA à travers son programme Umura et la radio télé Renaissance. Ils ont vraiment donné de leur mieux pour encadrer les journalistes qui sont en exil. Grâce à leur intervention, grâce à leur engagement, les journalistes, certains journalistes, la plupart des journalistes qui sont en exil ont pu quand même reprendre leur métier de journaliste. Ça, c'est une bonne chose. Franck Kaze, consultant en communication, était parmi les conférenciers. Il demande aux autorités burundaises de laisser les journalistes exercer leur métier étant libres, mais aussi d'être protégés. La première chose, ça serait d'abord que le pouvoir cesse de harceler les journalistes et les médias. Vous avez des exemples tout récents, notamment une journaliste de la BBC. Tout récemment, il y a à peine 3 jours, il y a le gouvernement qui a fait une sortie en prévenant la BBC, en demandant au Conseil national de la communication de prendre des mesures contre la BBC, parce que tout simplement, la BBC a fait parler, a interviewé quelqu'un qui est poursuivi par le Burundi, sur lequel le Burundi, la justice burundaise a lancé un mandat d'arrêt international. Et donc, il y a d'autres journalistes, notamment, qui sont agressés dans le pays. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 année et demie que nous avons perdu notre confrère Jean Bigirimana du journal Iwachu, et la police a cessé de poursuivre les enquêtes. Je ne sais même pas si elle a jamais commencé. Et donc, sans parler notamment naturellement des médias indépendants qui ont été brûlés et qui n'ont jamais été réhabilités. Alors, ce qu'il faudrait, ça serait d'abord que le harcèlement contre les journalistes puisse cesser et qu'ils exercent leur métier en toute indépendance sur le sol burundais. Et puis, deuxièmement,
que le pouvoir en place reconnaît ses torts en termes de restreindre la liberté d'information, la liberté de la presse et de laisser les médias indépendants travailler comme ils devraient normalement le faire avant la crise. Et bien sûr, la première chose, ça serait que la paix revienne. Mais cela, encore une fois, dépend du pouvoir de Bujumbura qui doit se rendre compte que les choses sont en train de s'aggraver et que donc, en s'aggravant, la liberté de la presse en périt. Cette journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mars, arrive alors que plus de 100 journalistes burundais ont fui le pays. Ils exercent leur métier dans les différents pays et même si leurs collègues sont restés dans le pays, ils ne travaillent pas dans la tranquillité car ils sont sous la surveillance des autorités. On est en train de parler de nous. Alors, renforcer la solidarité entre... Pour les journalistes en pleine fête, eux affirment que même si les conditions de travail sont à déplorer, mais quand même le principe ne change pas, le suivi d'éthique et de la déontologie reste de rigueur. Suivez Janvier Nenina Hazoué, journaliste à la RPA. Effectivement, ça fait 3 ans qu'on est en exil, ça fait 3 ans qu'on a fui le pays. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont fui le pays, qui ont fui le Burundi, mais certains d'entre eux ont continué à exercer leur métier. Aujourd'hui, bien sûr, des problèmes ne peuvent pas manquer parmi toutes ces personnes qui exercent leur métier en étant en exil, bien sûr. Parce que, vous voyez, à titre illustratif, je dirais, quand on est journaliste, il est facile de relater, de dire une information, de diffuser une information que tu as toi-même, que tu as une information. Peut-être que si tu as assisté à un événement, c'est facile de relayer cette information, plus que c'est une information qui t'a été donnée par une autre personne. Ça demande beaucoup d'efforts à vérifier cette information en passant par plusieurs personnes, à travers plusieurs personnes, pour enfin pour enfin condenser les informations recueillies à gauche à droite, afin de dire, bien sûr, de valider la véracité de l'information. C'est vraiment difficile. Je vous dirais que, par exemple, si quelqu'un a été tué à Muyinga ou à Chibitoke ou dans une autre province, puisque nous traitons exclusivement les informations relatives à la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui. C'est très difficile, par exemple, de vérifier cette information ou de parvenir à interroger ou à interviewer le responsable ou l'auteur du crime qu'on a cité. C'est difficile de vérifier réellement toutes les informations. Donc, comme le déroulement, c'est difficile de vérifier le déroulement des faits. On a aussi un grand problème des informations, sur l'équilibre de l'information par rapport aux sources officielles. Les autorités je dis depuis que les radios, les médias indépendants ont été incendiés et détruits. Les autorités actuelles, les autorités du gouvernement, les administratifs, lorsqu'on tente souvent de les demander sur une autre information qu'on a reçue, ils ne sont jamais flexibles, vraiment. Plutôt, ils nous lancent des mots qui ne sont pas même, qu'on ne peut pas même reprendre avec l'éducation, avec l'éducation qu'on a reçue et avec aussi l'idéologie et la déontologie professionnelle. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui handicape surtout, ce qui ne facilite pas notre tâche, c'est de savoir la raison, les mobiles ou encore les raisons, donc ce qu'en pensent les autorités ou même les actions
qu'ils peuvent mener ou qu'ils peuvent entreprendre pour parier à tous ces problèmes qu'on avait soulevés, dans nos infos, par rapport aux informations qu'on avait diffusées. Et c'est un grand problème aujourd'hui pour équilibrer les informations qu'on essaie de recueillir à partir de nos sources qui se trouvent au Burundi. Parmi les festivités qui étaient prévues ce jour, le soutien des journalistes à la famille de Jean Bigirimana, porté disparu depuis juillet 2016 dans la province de Muramvya. L'équipe qui s'y est rendue l'a trouvé en forme, sauf justement la tristesse liée à cette tragédie. Révérien Badikamge était avec l'équipe sans reportage. C'était une petite délégation de journalistes en exil qui s'est rendue au domicile de la famille de Jean Bigirimana en exil. La famille, apparemment courageuse, reprend petit à petit la vie, malgré l'absence de son mari, porté disparu par les services de renseignement burundais. Elle parvient à nourrir ses enfants difficilement, mais elle se bat par tous les moyens. Nous sommes dans des conditions difficiles. Nous avons fui sans rien amener. Je me débrouille pour avoir quoi nourrir les enfants. J'essaie de faire un petit commerce pour vivre, pour payer le loyer et les besoins de la scolarisation des enfants. Vers midi, ses deux fils, Barangheza Don Douglas de 5 ans et Chubahiro John Tiniteri sortent des classes. La maman devrait aller prendre le petit Chubahiro de la 3e maternelle. À côté de ces orphelins de père, Godeberte Akizimana salue la solidarité qui caractérise toujours les journalistes. Elle dit ne pas savoir exactement si son mari est encore en vie et compte surtout à la justice. Merci pour votre solidarité qui vous a toujours caractérisé. Nous vous souhaitons de rester toujours solidaires et merci de se souvenir de nous en ce jour de la liberté de la presse. Nous ne savons pas si mon mari est encore en vie, mais l'espoir diminue du jour au lendemain. Pour le moment, nous comptons sur le travail de la justice. La délégation qui était conduite par le président de l'association des journalistes burundais en exil a pris son temps pour réconforter la famille avant d'aller dans les cérémonies de la fête de la liberté de la presse. La femme de Jean Bigirimana était conviée également dans les dites cérémonies comme le faisait son mari en cette date. Merci Révérien Badikamge. Madame Anne Niouhire était parmi ceux qui se sont rendus rendre visite à la famille de Jean Bigirimana. Elle indique que le choix n'est pas gratuit. Elle est la plus touchée par la barbarie du pouvoir de Nkurunziza. Même si tous les journalistes sont en danger, pour le moment, on l'écoute. Comme vous le savez, au Burundi, la liberté de la presse a été piétinée. Je dirais, nos radios ont été détruites, les journalistes ont fui le pays. Et il y a certains journalistes à qui les droits ont été beaucoup bafoués plus que les autres. Je dirais les journalistes qui ont été tués, je dirais les journalistes qui sont portés disparus, dont Jean Bigirimana. Et on s'est dit aujourd'hui, c'est notre jour, c'est la liberté de la presse, mais on doit être, on doit s'associer aux familles de ces journalistes dont les droits ont été bafoués, ces journalistes qui ont été tués, ces journalistes qui ont été portés disparus. Et on a pu venir voir la dame de Jean Bigirimana parce que c'est elle avec qui nous sommes en exil au Rwanda. C'est pourquoi c'est le sens de notre visite, pour lui dire qu'on le soutient, qu'on la soutient, pour lui montrer notre compassion et pour lui montrer que même si notre collègue Jean Bigirimana n'est plus, on reste des amis, on reste derrière elle et qu'on la soutient. C'est aussi le syndicat des journalistes UBJ qui a sorti sa déclaration à l'occasion de cette journée pour surtout rendre hommage aux victimes de la liberté de la presse. Alexandre Nyungeko revient surtout sur les difficultés qu'endurent les journalistes pendant cette période où le pouvoir en place se bat à museler la presse. Suivez sa déclaration. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, permettez-moi de commencer mon propos par un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire au nôtre qu'on a forcé de nous quitter. Notre confrère Christophe Nkezabahizi, lâchement assassiné avec toute sa famille le 13 octobre 2015. Notre confrère Jean Bigirimana, enlevé par les agents du service national de renseignement le 22 juillet 2016.
jusqu'aujourd'hui introuvables. Chers camarades, pour cette année 2018, médias, justice et état de droit et contrepoids du pouvoir, c'est le thème qui a été retenu par l'UNESCO sur le plan international. Il s'agit de réfléchir encore sur des questions des médias, de la transparence du processus politique, de l'indépendance du système judiciaire et de ses connaissances en matière des médias et de la responsabilité des institutions de l'État vis-à-vis du public. Ce débat est-il encore possible dans notre pays où déjà la presse burundaise est malmenée, presque interdite dans notre pays, et où tous les journalistes ne jouissent plus de leurs droits à l'exercice de la profession? 3 ans que toutes les libertés fondamentales sont foulées aux pieds, peut-on parler d'indépendance du système judiciaire au Burundi, alors qu'aucune lumière n'a été faite ni sur l'assassinat de Christophe Nyezabahizi et les siens, ni sur la disparition de Jean Bigirimana et tous les milliers d'autres Burundais assassinés, disparus, torturés ou qui croupissent dans plusieurs maisons de détention connues et non connues? Et l'état de droit est purement simplement devenu une utopie dans la République du Tambour, comme dirait l'humoriste et néanmoins confrère Maman. Chers camarades, cela fait bientôt 3 ans qu'une centaine de professionnels des médias a été contraint à l'exil pour la simple raison d'avoir opté pour l'exercice de leur profession de journaliste. Pour paraphraser le philosophe irlandais du nom d'Edmund Burke, la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inertie des hommes de bien. Nous ne devons pas nous lasser. Le combat pour le droit du public à l'information est un combat noble, un combat que nous devons absolument mener par notre stylo, notre micro, notre caméra, dans le strict respect des normes professionnelles. La situation n'est certes pas facile, mais nous devons montrer notre résilience et surtout, garder notre dignité. Oui, garder notre dignité malgré les conditions de vie et de travail qui ne sont pas ce que nous aimerions. Nous devons garder en tête que cette situation est passagère et que nous sommes appelés, comme gestionnaires des projets, à transformer des défis en opportunités. Nous devons rester debout, pour reprendre le titre de ce livre de notre confrère Antoine Kaburahe sur le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa. Chers camarades, la solidarité des professionnels des médias burundais a toujours été citée en modèle dans la sous-région et même à l'échelle internationale. Nous sommes appelés à perpétuer cette renommée et à grandir cette grande famille en évitant surtout de la morceler. Vive la liberté de la presse, vive le journalisme professionnel dans nos médias, vive la solidarité professionnelle. Je vous remercie. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza suspend 2 médias internationaux après quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Dans un communiqué rendu public par son institution habituelle, le CNC, le gouvernement annonce cette suspension de la BBC et de la Voix d'Amérique sur le territoire du Burundi pendant 6 mois. D'autres médias locaux reçoivent une mise en garde avec le renouveau qui tombe dans cette danse pour amuser la galerie pour les motivations vides de sens. Les professionnels des médias ne tardent pas pour dénoncer ce harcèlement aux médias qui restaient et qui pouvaient informer le public. Innocent Mourodi, directeur de la radio-télévision Renaissance, prévient que la mise en garde à la chaîne française RFI vise à couper ses émetteurs et tout cela pour priver le monde des informations en rapport avec le mascarade du référendum. On l'écoute. C'est une suite logique, ils sont cohérents, ils sont logiques. Faire taire, détruire toute voix qui puisse être discordante dans le pays. Parce qu'ils savent que ce gouvernement ne peut pas tenir si les gens expriment ce qu'ils vivent, expriment leurs aspirations. Ce gouvernement serait tombé depuis longtemps si les médias indépendants pouvaient exercer au Burundi. Les petites marges qui restaient, c'est celles-là qu'ils sont en train de fermer. Donc ce n'est pas étonnant, c'est logique, c'est cohérent. C'est un gouvernement bâti sur le crime, sur la torture, sur la terreur, sur le pillage du pays, sur la corruption, etc. Toutes ces choses-là feraient que ce gouvernement tombe en situation normale d'expression libre, soit par les manifestations ou par les médias indépendants. Donc ce n'est pas étonnant. Deuxième chose, la fermeture présente ne vient pas par hasard. Elle s'inscrit dans le calendrier du référendum qu'ils sont en train d'organiser. Et ils savent ce que les Burundais en pensent. Maintenant qu'ils font semblant d'ouvrir une campagne pour le oui ou pour le non des différents acteurs,
ils savent très bien que ce que les gens vont dire, ce que les gens risquent d'exprimer par leur présence dans les meetings de l'opposition est extrêmement dangereux psychologiquement pour leurs propres militants et pour le système. Donc ils font taire toutes ces voix discordantes pour avoir la tranquillité nécessaire de faire ce qu'ils veulent faire. Nous savons très bien que ce référendum finira par un oui massif qu'ils vont organiser comme ils l'entendent. Ils ont déjà décidé du pourcentage, ils vont décider de la répartition des oui et des non. Donc c'est sans objet, c'est sans enjeu en soi, mais ils ont quand même peur, même dans ce contexte de terreur généralisée, ils ont quand même peur que les gens puissent s'exprimer encore un peu. Mais ce qui est pénible, c'est que tous ces gens qui essaient de sortir pour aller manifester, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire aux militants du FNL, qui sont en train de ramasser à gauche, à droite, de manière encore plus massive. Ma crainte par rapport à tout ça, c'est que les gens croient qu'ils peuvent s'exprimer, mais en fait, ils vont juste s'identifier et ils vont être poursuivis pendant le référendum, pendant la campagne, pendant le référendum et après. Donc il n'y a rien d'étonnant qui se passe. Mais ils mettent en garde RFI qui n'a pas de correspondant au Burundi, quand ils savent très bien qu'ils ont arrêté, torturé et qu'ils ont failli tuer le correspondant de RFI, Esdras Ndikumana, et maintenant ils disent que celui-ci a été obligé de fuir pour sauver sa vie, et maintenant ils reprochent à RFI de ne pas avoir de correspondant au Burundi. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Il n'y a pas de risque autre que de couper ces émetteurs, et ils le feront quand ils voudront, évidemment. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.